des aéronefs et des hélicoptères. Telle est la contribution du gouvernement congolais au processus électoral. Ces engins roulants et volants serviront pour le déploiement des kits électoraux vers les bureaux de vote remises à la CENI aujourd'hui. Allez, je vous propose de revenir maintenant sur cette grande actualité du jour, la remise des engins roulants et volants à la Commission électorale nationale indépendante par le gouvernement central. C'est un reportage de Richard Chako Kanyengele et Linda Kibushi. Le gouvernement congolais reste fidèle à son engagement, celui de prendre en charge seul le processus électoral. La dotation à la Commission électorale nationale indépendante de ces lots importants des engins pour le déploiement des kits électoraux vers les bureaux et les centres de vote en est une illustration patente. Il s'agit d'un appui logistique du gouvernement à la CENI composé de 150 camions, d'un avion Ilyushin, d'un DC-8, de 2 Boeing 727, de 2 Boeing 737 VIP, 2 Antonov 72, 2 Antonov 26, 5 hélicoptères et 5 autres hélicoptères 208. Le ministre de la Défense, Crispin Tamatabé, s'en est félicité. D'ici 15 jours, 150 autres véhicules viendront par l'Est pour desservir l'Est et le centre du pays. C'est là la volonté politique claire du président de la République de voir les élections prises en charge intégralement par le gouvernement de la RDC. Pour le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et représentant du chef de l'État, Henri Movasakani, la cérémonie du jour lève tout doute sur la tenue des élections à RDC. Tout en remerciant le gouvernement congolais, le président de la CENI a une fois de plus rassuré que les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre prochain. Après les sièges de la CENI, les officiels se sont rendus à l'aéroport international d'Ndjili où se trouvent les engins volants dotés à la CENI par le gouvernement à travers les ministères de la Défense. Des moyens roulants et volants pour justement les processus électoraux et surtout le déploiement des matériels ou kits électoraux. Oui, la vitesse des croisières, on peut en parler, qu'a atteint donc le train des élections au Congo-Kinshasa. On en parle avec deux invités ce soir. Moucha Daloussa Dieudonné, société civile, et Dieudonné au Congo, lui, il est du FCD. Oui, c'est une force politique qui vient nous signer également sa participation à la rencontre du stade Tata Raphaël. L'actualité, les prioritaires, les grandes lignes, avec vous, Eric Lukoki. Bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Voici les grandes lignes de l'actualité de ce mardi 30 octobre. Mike Amir, nouvel ambassadeur des États-Unis en RDC, se déclare disposé à travailler au renforcement de relations entre Kinshasa et Washington. Il a dit à l'issue de l'entretien lui accordé par le ministre des Affaires étrangères, Léonard Okitundu. La protection des candidats à l'élection présidentielle de décembre prochain est une obligation légale de l'État congolais. À quelques jours du début effectif de la campagne électorale, la police nationale congolaise fait de cette sécurisation une priorité Déjà, les éléments commis à cette mission sont prêts et chaque candidat président de la République est prié de s'adresser à qui de droit pour bénéficier de la protection. La RDC réfléchit à l'harmonisation des textes juridiques pour la gestion du commerce transfrontalier. Un atelier est organisé dans ce sens par le projet de facilitation du commerce dans la région de Grand Lac. En ligne de mire, l'analyse des textes juridiques et réglementaires en matière de commerce transfrontalier et les accords commerciaux bilatéraux signés par la RDC avec ses pays voisins.
Et enfin, cette bonne nouvelle, le service national renaît de ses cendres. Le commandant du service national a effectué une visite de 2 semaines sur le site de productions agricoles des KCC Centre et de Kazolo, afin de se rendre compte de l'avancement des opérations culturelles lancées il y a 2 mois. Le général de brigade Jean-Pierre Kassongo Kabouik a pu s'enquérir de l'évolution de toutes les opérations agricoles sur les sites de la gestion du matériel. Voilà des titres et bien d'autres qui vous seront développés tout à l'heure à 19h. Kinshasa Direct continue avec Fabien Lumbala. Rick le journal, ça sera avec vous-même. Vous avez donc oublié de le signaler aux téléspectateurs. On vous retrouve dans moins d'1 heure sur Télé 50 et c'est l'heure maintenant de vous convier au fait du jour. Aujourd'hui, Pagna sera avec nous. Oui, vous allez la découvrir. Elle est formidable et très intéressante en termes de compétences. Stéphanie sera avec nous dans quelques instants. Fait du jour. Je reçois Stéphanie Mpagna qui fait son entrée au studio. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Fabien Lumbala. Voilà, très bien portante. Ça va. Et voilà. Vous nous parlez d'un seul fait du jour. Nous sommes le 30 octobre 2018. C'est pas une journée gratuite. Le monde célèbre la vie. La vie avec V-I-E. Vous nous en parlez. Oui Fabien, le monde célèbre la vie, vous venez de le dire. Chaque jour dans le calendrier est un sens particulier et souvent symbolique. Et s'il y a bien une journée mondiale qui se fait tout doucement une place dans le calendrier, c'est celle de la vie, celle que nous célébrons ce 30 octobre. La vie, je venais de le dire, célébrée partout dans le monde. Aujourd'hui, nous en sommes à sa 11e édition. Et Fabien, cette journée remonte pour la petite histoire à 2008 et son origine est à rechercher en Côte d'Ivoire. Alors Fabien, chaque 30 octobre dans le monde, il y a 1 minute de silence qui est observée, 1 minute d'acclamation plutôt qui est observée. On acclame la vie ou on acclame celui qui a donné vie? Non, non, on acclame en l'honneur de la vie. Donc toute personne qui a le souffle de vie, qui reconnaît que c'est important, qui prend plaisir à vivre est appelée à garder à acclamer pendant 7 minutes en commémoration à la vie. 7 minutes, c'est quand même beaucoup. Pendant 7 minutes. Pendant 1 minute. 1 minute. 60 secondes. Oui. Acclamer seulement la vie. Ah, c'est formidable. Il faut le dire, hein, ça dépend. Il faut le dire, ça dépend des cultures. On peut le voir ici chez nous, la culture. Pour certains, quand ils se lèvent le matin, ils prient. Pour d'autres, je ne sais pas ce qu'ils font, mais au moins le monde entier a ce droit et appelé à acclamer pendant 1 minute en faveur de la vie qu'il mène. Et vous l'avez dit, ça dépend de la culture. Oui. Ça dépend également du pays dans lequel vous êtes. C'est l'occasion pour vous et moi et nous tous, toute l'équipe et la réalisation de dire merci à celui qui donne la vie. Exactement. C'est lui le créateur de toutes choses. Exactement, justement, pour comprendre l'importance de cette journée dédiée à la vie, il y a une vidéo qui nous sera présentée tout à l'heure, qui pourra expliquer le sens de la vie. Cette vidéo est de Caroline Bourg, c'est une actrice française. On va le suivre avec la Merci de ressourcer Stéphanie Mpagna. Vous nous retrempez dans cette journée dédiée à la vie. Exactement, Fabien, vous le dites, c'est pour ça qu'on dit que la vie vaut la peine d'être vécue. Alors, puisqu'on parle de la vie, il est important de savoir que ce 30 octobre, la vie a été donnée au célèbre footballeur international Diego Armando Maradona en 1960. Malheureusement, quelques années après, ce fut d'ailleurs la vie a retiré au footballeur au fondateur de la grande organisation de la Croix-Rouge, je cite Jean-Henri Dunant. Merci de nous avoir rappelé quelque chose de très important, la vie. Chaque jour, chaque minute qui passe, quand on respire, merci au Créateur, merci pour cette opportunité que vous nous donnez. Alors, vive la vie. Vive la vie, Fabien. Au-delà de ce que nous connaissons, nous voyons, nous la positivons. Bonsoir. Merci. Dans quelques instants, la suite, mais c'est les dossiers du soir.
L'unique dossier du soir, sont les élections. Elles sont dans toutes les sauces, oui, dans tous les plats. On va en parler jusqu'au-delà du mois de janvier. Alors, la vitesse des croisières, on en parle, une vitesse qu'a donc prise le train des élections. Avec la dernière évolution, le don, on peut parler justement du matériel roulant et volant que le gouvernement a mis à la disposition de la centrale électorale. C'est le dossier de ce soir. D'abord, deux invités. Société civile, panel d'experts. Moucha Galoussa, Dieudonné, bonsoir. Bonsoir. Et puis, politique, Dieudonné au Congo, simple coïncidence, ou tout simplement voulu par la production. Dieudonné au Congo, Dieudonné sur le plateau. Vous êtes du Front des Congolais pour la démocratie FCD. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, les événements d'hier en deux temps, l'octroi du matériel roulant et ensuite le matériel volant par le gouvernement à la CENI. La cérémonie de remise de ces engins a commencé d'abord au siège de la Commission électorale nationale indépendante sur le boulevard du 30 juin, où le ministre de la Défense nationale a remis symboliquement la clé des contacts de ces camions au président de la CENI. Concernant les véhicules, il s'agit au total de 150 camions de type Kamaz, 135 camions militaires Sinotrack, 171 pick-up et 1500 motocycles. Sur instruction du président de la République, chef de l'État, j'ai reçu mandat de mettre à la disposition de la CENI des matériels consistant à un appui logistique à la CENI. Ce matériel composé essentiellement de 150 camions pour desservir la partie ouest de la République démocratique du Congo. Ensuite, des aéronefs. Pour le président de la CENI, ces camions vont permettre à son institution de transporter des matériels en toute quiétude, même dans des zones difficiles d'accès. Corneille Nangaa a remercié le gouvernement qui vient une fois de plus concrétiser son implication pour la réussite de l'organisation des élections le 23 décembre 2018. C'est après avoir réceptionné les matériels roulants au siège de la CENI que l'équipe gouvernementale et le bureau de la CENI se sont rendus à l'aéroport international d'Ndjili pour la réception des avions et hélicoptères. Une flotte costaud composée entre autres des avions cargo dont un appareil Ilyushin 76, un DC-8, 3 Boeing 727, un Boeing 737, 2 Antonov 26 et 2 Antonov 72. A noter également un avion passager Boeing 737. Ces hélicoptères ont aussi été réceptionnés et testés sur le champ par les ministres de la Défense et le bureau de la CENI. Le président de la CENI, confiant quant à la tenue des scrutins, la date prévue, a invité tout le monde à s'approprier ces processus. À travers cet acte montre que le pays peut se prendre en charge. Non seulement le gouvernement appuie le processus en gardant l'indépendance de la CENI, il appuie le processus, il accompagne du moins sur le plan financier, sur le plan de la sécurité, mais aussi sur le plan de la logistique. Autant dire aujourd'hui que cette cérémonie marque le début du déploiement à partir de Kinshasa du matériel électoral pour les élections du 23 décembre 2018. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Henri Mouva, a réaffirmé la détermination du gouvernement à mettre à la disposition de la CENI des moyens nécessaires pour organiser les élections qui restent un acte de souveraineté. Le chef de l'État a pris l'engagement ferme, qui n'était pas de la communication politique, mais un engagement ferme pour des raisons de respect du souverain primaire que le peuple congolais. En rapport avec ses obligations constitutionnelles, il a dégagé tout ce qu'il fallait comme moyen, d'abord financier, afin que la CENI soit à l'aise
dans les acquisitions du matériel nécessaire. Mais aujourd'hui, parce que la question logistique s'est posée et beaucoup de nos partenaires extérieurs voulaient trouver là une fenêtre d'opportunité pour intervenir dans nos élections, aujourd'hui, c'est la démonstration qu'on va assumer la souveraineté électorale entièrement, totalement, selon les moyens des Congolais eux-mêmes. Tout compte fait, le cap est donc fixé au 23 décembre. Voilà, Dieudonné Mouchagaloussa, un message, ce signal phare ou ces signaux phares, un message de Kinshasa aux Congolais ou à la communauté internationale. Un message de Kinshasa, non seulement aux Congolais, mais au-delà des Congolais dans la sous-région africaine, mais aussi dans le monde entier. Parce que si on regarde les gens qui étaient pessimistes, les gens qui étaient dubitatifs, il y a beaucoup de gens qui ne donnaient pas la chance, que ce soit au gouvernement congolais, que ce soit à la CENI, que ce soit même à l'ensemble du peuple congolais, qu'on pouvait arriver à l'organisation, à la tenue des élections, effectivement, au 23 décembre 2018. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, mais il y a déjà des signaux forts. Donc, nous pensons, nous, au niveau de la société civile, non seulement que c'est un vœu, c'est un combat, c'est un idéal auquel nous aspirons, mais au regard des éléments que nous avons maintenant, au regard de cet appui logistique qui constitue encore jusque-là un élément qui alimentait beaucoup plus l'opinion, parce qu'on disait que la CENI ne sera pas en mesure de déployer les matériels sur terrain. Mais nous pensons quand même que ce geste-là s'est passé ici à Kinshasa, sur le sol congolais. Ce sont des choses qu'on a vues, des choses qu'on a palpées. Et donc nous pensons qu'en ce qui concerne le déploiement des matériels, nous sommes très confiants que ça va avoir lieu. En tant que Congolais, au-delà d'être société civile, je pense que c'est vraiment une leçon, non seulement à nous, la génération actuelle, mais nous le disons haut et fort, ça permet à ce que nos enfants, ça permet à ce que les générations à venir puissent avoir cette mentalité, cette culture de savoir qu'il faut d'abord compter sur ses propres ressources, sur ses propres moyens. Ça, c'est un élément positif. Un élément également qu'il faut signaler, c'est à la communauté internationale. Nous avons vu comment est-ce qu'on a malmené, on a dit on va venir avec l'aide. La RDC a dit non, nous sommes capables nous-mêmes à nous prendre en charge sur cette question de souveraineté nationale, puisque dans le monde entier, la question électorale, c'est une option, c'est un choix, c'est une voie que le peuple décide qu'il va assumer par rapport à l'avenir, au devenir de la nation. On a dit qu'on est capable, et maintenant, en tant que Congolais, au-delà de toute tendance, au-delà de tout clivage, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme passion, comme émotion, je pense quand même que c'est un signe de fierté, parce que on peut aussi se dire de la même manière que les Français organisent les élections eux-mêmes, de la même manière que les Sénégalais organisent les élections eux-mêmes, les Rwandais, nous les Congolais aussi nous pouvons organiser les élections nous-mêmes, et ça va permettre une culture aux enfants pour que finalement on puisse se détacher de cette indépendance de l'extérieur, pour qu'on puisse compter finalement sur nos propres ressources. Mais aussi, il faut signaler que les élections en RDC nous ont pris beaucoup de moyens, plus d'1 milliard quand même consommés dans les budgets relatifs au processus électoral. C'est beaucoup d'argent, mais comme on a décidé que c'est une voie qu'il faut prendre, on ne voulait plus rentrer encore en arrière. Ceux qui étaient en train de faire l'évangile de l'Apocalypse n'ont plus le temps de le faire, ceux qui voulaient encore qu'on ne puisse pas aller aux élections 23 décembre. On ne pouvait pas, après avoir quand même consommé autant de millions dans ce processus, qu'à cause d'un petit élément, on puisse ne pas le faire. Et l'autre élément qu'il faut souligner quand même sur le plan politique, il faut le dire sans passion, sans sentiment et en toute objectivité, que quand même le chef de l'État, tout en sachant, tout en ayant décidé de ne plus se présenter comme candidat président de la République, mais il vient de se dépasser encore une fois de plus, de mettre à la disposition de la CENI des moyens de l'armée, comme on voit dans tous les pays du monde. Quand il y a des problèmes d'ordre national, quand il y a même des catastrophes, quand il y a des questions qui mettent la nation en péril, c'est l'armée toujours qui intervient. On vient de voir que le président de la République vient de disponibiliser à la CENI des moyens de l'armée qu'il vient de détacher pour que finalement on puisse aller de l'avant, pour qu'il n'y ait plus de prétexte. Ça, c'est un geste quand même qu'il faut saluer en toute indépendance et en toute objectivité. Dieudonné au Congo, est-ce que vous avez la même lecture des événements que cette démonstration des forces avec ces chars automobiles et ce matériel volant? C'est un message de Kinshasa et
aux disciples des Saint Thomas qui sont au pays et à la communauté internationale un message doublement lancé hier? Bon, ça c'est un signal fort. Moi je vais commencer par féliciter le gouvernement congolais. Le gouvernement avait pris l'engagement d'organiser les élections et là nous sommes en train de voir que... On va féliciter quand on prend les engagements vis-à-vis de la communauté internationale et de ses citoyens, eh bien on doit s'assumer. Donc le gouvernement est en train de jouer sa part. Et voilà. Oui, exactement. Mais allons quand même au-delà de ces factuels. Exactement. C'est pourquoi je suis en train de féliciter parce qu'ils ont promis et ils sont en train de les réaliser. Pourquoi je les félicite? Il y a des gens qui ont voulu faire croire à la population que le gouvernement ne serait pas à mesure d'organiser ces élections. Voilà pourquoi j'ai dit, je suis en train de féliciter le gouvernement parce qu'au-delà de tout ce que les autres avaient prédit, mais voilà que nous sommes en train de voir en ces jours que les élections vont avoir lieu. Et les élections étant une question de souveraineté d'un État, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais puisse organiser ces élections avec les moyens des Congolais. C'est-à-dire sans l'implication de la communauté internationale. Nous ne voulons pas de l'ingérence dans les questions qui sont des questions de souveraineté nationale, comme la question des élections. Donc, ce que nous avons vu hier, c'est un signal fort, c'est pour dire aux autres qui essaient encore de douter que voilà, les élections vont avoir lieu. C'est comme le chef de l'État le disait tantôt, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Nous sommes en train de voir les œuvres. C'est-à-dire, il les dit et il est en train de réaliser. Ça, c'est un élément très très capital. Donc, je suis en train de lancer encore les messages pour ceux qui doutent encore, de croire que les élections vont avoir lieu. Alors 150 camions avec autant des milliers de motos, oui, des jeeps, des avions. Vous pensez que par rapport aux défis, justement, les défis de notre pays dans ce secteur avec justement l'immensité du territoire national, ces moyens sont-ils suffisants? Nous sommes en train de réfléchir à haute voix sans pour autant minimiser les moyens qui sont donnés. Oui, il faut signaler que ces moyens sont amplement suffisants au regard des défis, parce que si on considère les élections de 2006, les élections de 2011, les moyens que nous avons pour le moment sont des moyens plus importants que ceux qu'on avait déployés à l'époque. On avait l'appui de la MONUSCO et les élections de 2011, tout ce qu'on avait connu. Donc nous sommes optimistes qu'avec 150 camions dans la partie ouest et 150 qui vont aller dans la partie est, c'est tout à fait suffisant. Donc il y aura 150 camions autres supplémentaires et des camionnettes de terrain, parce que ça nous l'avions appris et nous savons que ça va arriver. Il y a également au-delà de ça un élément positif qui n'a pas été lors des élections de 2006 et de 2011. Les motos qu'on va déployer pour permettre de relier les coins les plus reculés aux points centraux qu'on peut appeler des hubs d'approvisionnement. C'est-à-dire que même un bureau de vote qui est dans un milieu reculé, il y a la possibilité qu'on puisse exploiter la voie routière par la moto et les matériels arriveront le moment opportun pour à un endroit bien précis. Ça, c'est un élément qu'il faut souligner. Donc, de ce côté, on a rentabilisé toutes les voies possibles, que ce soit des voies maritimes, que ce soit des voies lacustres, que ce soit des voies terrestres, que ce soit des voies aériennes. Elles vont être couvertes par les matériels qu'on vient de mettre à la disposition de la CENI. Ça, il faut signaler. Un autre élément, parce que pour nous, la question électorale nous intéresse au plus haut point. Il y a également la formation en cascade que la CENI vient de déclencher au lendemain de la réception de ces matériels, puisque si on a des matériels et qu'on n'a pas de ressources humaines suffisantes pour pouvoir couvrir les besoins par rapport à ces matériels. Pourquoi une formation cascade? Donc on se souvient de l'hôtel Cascade et de ses accords. Pourquoi une formation cascade alors qu'il fallait qu'elle soit assurée de manière suivie pour éviter justement
Effectivement, en terminologie claire sur le plan de formation, il faut comprendre la formation en cascade, c'est-à-dire c'est une formation d'ensemble, une formation continue qui met beaucoup de personnes ensemble et qui va être une formation continue. On commence par les niveaux 0 où on va faire les formateurs, on part au niveau 1 où on forme les formateurs des formateurs et après on va déployer dans des provinces, dans des circonscriptions électorales jusqu'au point où on va aller dans des centres de vote où on va également former les membres qui vont être à la cellule de base électorale qui est le bureau de vote. Et donc c'est une formation continue qui va avoir lieu et c'est là où je pense également en tant qu'acteur de la société civile, il faut saluer les efforts qui sont en train d'être fournis par la CENI. Est-ce que vous êtes très engagé, la société civile, à observer ces élections de manière enchevêtrée pour rendre compte à la population? Bien sûr, il faut les signaler que nous faisons la pression de tous les côtés. De la même manière, nous disons aux politiciens qu'il faut s'engager dans le processus électoral pour ne pas nous faire rater la date du 23, cette date qui constitue un rêve pour tous les Congolais, qui va nous permettre de caresser ces rêves longtemps attendus par tous les peuples congolais, celui de voir un président sortant céder les fauteuils à un président entrant. De la même manière, nous faisons la pression à la CENI sur des éléments, notamment sur la sensibilisation, sur la crédibilisation des élections. Et nous, au niveau de la société civile, nous allons déployer des observateurs, au besoin un observateur par bureau de vote, comme il y en aura 88 000 bureaux de vote. Avec quels moyens financiers? Évidemment, il faut vous signaler que la société civile, de la même manière, l'accord nous a donné le mandat, l'obligation de pouvoir contribuer à l'éducation électorale. Nous avons aussi réfléchi sur comment est-ce qu'il faut mobiliser des moyens sur le plan local pour qu'on puisse déployer les observateurs sur terrain. Alors, pour rentrer également en arrière, je voulais dire quand même, il faut saluer le travail qui est en train d'être fait par la CENI sous la présidence de Nanga, parce que si effectivement les agents de la CENI n'avaient pas un objectif de pouvoir aller au 23 décembre, il y a lieu qu'ils pouvaient désister, il y a lieu qu'ils pouvaient dire ça n'est assez avec la pression des hommes politiques. Et quand on essaie de voir, vous venez de le démontrer tout de suite avec les images qu'on a suivies sur le déploiement ou la démonstration des forces d'IFCC, la démonstration des forces de l'opposition, quand on voit comment est-ce que les politiques voulaient faire un complot contre la date du 23, il faut se dire quand même que la CENI est restée sur elle-même et il faut les encourager. Cependant, nous le demandons et nous le disons haut et fort au regard de cette nouvelle technologie qui constitue un outil important pour la rationalisation des élections, la machine à voter. Il faut qu'on fasse une sensibilisation énorme pour que les gens puissent être en mesure de manipuler ça et qu'au 23 décembre, on puisse avoir des élections crédibles, apaisées et transparentes. Alors, Dieu donné au Congo, à la lumière de cette démonstration des forces, oui, tout le monde comprend que c'est la dernière ligne droite. Le mois d'octobre se termine dans quelques heures et nous n'avons que le mois de novembre. Pratiquement, il n'y a plus de raison ou d'alibi à avancer. Est-ce que, au sein de vos formations politiques, les témoins sont-ils déjà préparés pour qu'au lendemain des élections, on ne puisse plus crier, oui, tricherie, comment encore on appelle ça, machine à faire? Non, ce sont des politiciens à court d'arguments qui... Oui, est-ce que les dispositions sont prises réellement au-delà de blabla et des spectacles que vous nous offrez, partis politiques, regroupements politiques? Est-ce que le travail de fond se fait? Oui, effectivement, nous, au niveau d'IFCD, notre parti, le Front des Congolais pour la démocratie, nous avions accepté d'aller aux élections et nous sommes préparés quant à ça. C'est-à-dire, les témoins, nous les avons déjà préparés et là, nous avions même commencé la formation de nos témoins parce que nous allons les déployer dans tous les bureaux de vote parce que, pour nous, ces élections comptent beaucoup. Nous nous sommes préparés suffisamment sur toute l'étendue de la République, là où nous avions nos candidats. Nous avons recruté les témoins et il y a la formation des témoins qui a commencé et qui va continuer au niveau des provinces. Donc c'est pour dire que au niveau d'IFCD, notre parti, et au niveau de notre plateforme, le FCC, nous sommes prêts pour les élections au 23 décembre 2018. Alors, Dieudonné, est-ce que quelque chose autre pourrait-il nous faire rater
le rendez-vous du 23 décembre. Oui, oui. Réfléchissons encore à haute voix, mais dans une approche prospective, sans être naïf. Oui, oui, sans être... Dernière ligne droite, oui. Est-ce que quelque chose autre pourrait-il nous faire rater, nous faire manquer ce grand rendez-vous? Il y a 3 éléments qui peuvent nous faire rater ces grands rendez-vous si le peuple congolais n'est pas vigilant. Le premier, c'est la communauté internationale. Je dois le dire haut et fort parce que jusque-là, la communauté internationale n'est pas du tout contente du fait que la RDC arrive à organiser les élections elle-même par ses propres moyens. Il n'y a pas longtemps, moins d'1 mois, ils étaient encore en train de dire nous amenons l'argent, nous avons l'argent. Mais quelqu'un vous dit je suis rassasié, j'ai des moyens. Vous voulez encore lui donner la nourriture? Alors cette nourriture-là, peut-être c'est un poison. Il faut douter de ça. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément qui peut nous faire rater les élections, ce sont des hommes politiques. Les hommes politiques qui ne sont pas garantis qu'ils vont gagner des élections. Ils risquent de créer des alibis, des faux fuyants, des subterfuges, des échappatoires en évoquant la question de la machine à voter ou ceci, cela, tout simplement parce qu'ils veulent qu'on entre aux négociations pour obtenir les postes qu'ils ne peuvent pas obtenir par des élections. Ça, c'est un deuxième élément et c'est là où j'appelle le peuple congolais à être vigilant. Le troisième élément, c'est la manipulation ou la naïveté de quelques citoyens de notre pays qui peuvent suivre les hommes politiques dans des agitations, dans des marches, dans des combines, dans ceci ou cela. Il y a eu marche, la marche n'est pas toujours une mauvaise chose. Il y a eu marche le vendredi et le samedi, il y a eu le FCC au stade. Alors, 2 forces politiques effectivement se sont déployées. Effectivement, vendredi, il n'y a pas eu problème. Il n'y a pas eu problème. On a parlé en termes de mobilisation, que ce soit vendredi, que ce soit samedi. Alors, nous revenons à ce que vous dites. Communauté internationale, en quoi est-ce que les marches pourront-elles constituer justement un blocage pour rater le rendez-vous du 23 décembre? Les marches peuvent constituer un blocage parce que dans tous les pays du monde, à la veille des élections, il y a toujours des turbulences, il y a toujours des ébullitions qu'il faut toujours prévenir. Il y a ce qu'on appelle des crises et des violences liées au processus électoral pré, pendant et post. Donc, si on manipule mal la population et qu'il y a des militants qui ne maîtrisent pas bien la question, il risque d'y avoir violence et quand il y a violence, à ce moment, il peut y avoir risque de ne plus avoir des élections. De dangers qu'il faut prévenir. Exactement. Pour équilibrer justement l'entretien, de donner au Congo, à ce stade, vous partagez cette approche, cette vision prospective. Est-ce que vous pensez que les 2 éléments peuvent ou pourraient un jour nous amener à ne pas prendre rendez-vous avec le peuple le 23 décembre? Par contre, moi je pense que la population congolaise elle est déjà mature. Nous avons vu le week-end dernier les manifestations, que ce soit de l'opposition ou d'IFCC. Et au regard de ce qui s'est passé le week-end, on peut dire aujourd'hui que la population a compris quelque chose. La population a compris la voie de la raison. La population a besoin d'aller aux élections. La population n'est plus avec celles-là qui sont en train de prédire le malheur pour la RDC. Donc, pour moi, bon, quel que soit le manœuvre de la communauté internationale, pour nous, au niveau du FCC, au niveau du FCD, mon parti, au niveau de la population congolaise qui a témoigné le samedi dernier lors de notre manifestation qu'il est pour les élections, nous croyons fermement qu'il y aura les élections et les élections vont avoir lieu dans ce pays. Et voilà, moyens logistiques roulants accordés à la CENI, moyens logistiques volants également. Les moyens financiers sont promis. Il faut y croire comme un bébé lorsque le papa vous promet quelque chose, que vous savez que le papa est capable. Mais il y a aussi cet autre aspect que vous n'avez pas effleuré. On parle justement du volet sécuritaire. Oui. Parce qu'en dernière minute, au-delà des poches résiduelles d'insécurité,
quelque chose pourrait-il, dans ce sens, nous faire rater le rendez-vous? Effectivement, c'est à ce niveau-là que... Merci d'abord, comme vous venez de me rappeler ça, parce que la communauté internationale, sur le plan sécuritaire, ne va utiliser que des Congolais avides du pouvoir. Et c'est là où j'en appelle à la jeunesse spécialement et à toute la population congolaise de ne pas suivre quiconque parce que seulement il a des entrées à l'extérieur ou veut perturber le processus électoral, risque de nous créer le chaos dans ces pays. Et il y a des gens, je m'excuse de le dire parce que nous suivons pas à pas les hommes politiques congolais, nous suivons leurs déclarations qui jurent que parce qu'ils n'ont pas été repris, ils ne sont pas partie prenante dans le processus électoral, ils sont prêts à faire la table rase et à recourir à n'importe quel moyen pour saboter les élections. C'est ce qui veut dire que cette situation d'insécurité risque d'être alimentée par l'extérieur. Mais de l'intérieur, nous pensons qu'il est possible qu'ensemble, je l'avais déjà dit au niveau du panel des experts de la société civile, nous demandons au gouvernement de fournir encore plus d'efforts pour pouvoir endiguer des poches d'insécurité qui sont encore par-ci par-là, mais en concurrence, c'est-à-dire en conjugaison avec la population locale, avec des leaders locaux qui peuvent aider à cela, parce que quels que soient les efforts que le gouvernement peut fournir, s'il y a certains Congolais qui ne veulent pas effectivement avoir la stabilité du pays, qui pensent qu'à travers comment il faut dire, l'incitation, à travers des petites poches qu'ils peuvent créer dans tel ou dans tel coin, ils peuvent mettre en mal le processus électoral, je pense qu'effectivement ça risque d'être également un danger par rapport à la tenue effective des élections au 23 décembre. Justement, il y a des candidats, président de la République, vous connaissez les nombres, voilà, et désormais, ils ont droit à la protection qui sera assurée pour chacun d'eux par 25 policiers professionnels. Et voilà, une bonne nouvelle, est-ce que l'État pourrait-il également ajouter en termes d'accompagnement financier ou assister les candidats pour prendre en charge les agents commis à leur sécurité? Je pense que la sécurité est déjà garantie, comme vous l'avez dit, 25 éléments de la police. C'est par candidat, c'est pas quand même trop? C'est pas trop? J'allais dire, c'est largement suffisant. 25 éléments, c'est parce qu'il y en a pour la plupart qui craignent de leur sécurité. Je ne sais pas s'ils ont des problèmes avec la population, mais tant mieux, le gouvernement a pris la sécurité en main pour qu'il n'y ait pas des gens qui vont dire ben voilà, nous sommes non sécurisés, ceci et cela. 25 éléments, c'est largement suffisant pour assurer la sécurité d'un individu. Donc moi en même temps une charge aussi, en même temps une charge, mais le gouvernement a accepté. C'est pour qu'il n'y ait pas de prétexte. Le gouvernement ne veut pas qu'il y ait des prétextes. Nous avons besoin d'aller aux élections. La population a tellement souffert pour cette question d'élection. Il faut supporter certaines charges pourvu que nous arrivons à organiser les élections pour que cette situation soit élaguée une fois pour toutes. Alors Dieudonné, je crois que nous allons vers l'atterrissage pour cet entretien, du moins ce soir. Évidemment, les décors est planté en ce moment. Est-ce qu'au niveau interne, vous avez l'impression, depuis hier, ou quel message avez-vous reçu des acteurs politiques anti-machine à imprimer ou machine à voter? Bon, il y a beaucoup de vocables qui sont utilisés sur beaucoup de concepts. Quel message avez-vous reçu, vous, qui êtes près de la population? Quel est le message, le vrai message? Oui, le vrai message... Au regard de ces déploiements. Oui, le vrai message, c'est que la population finalement a compris que les élections auront lieu. Et la population, je peux vous l'assurer, Fabien, en regardant dans les yeux de tous mes frères et sœurs, la population vient de décider de rompre avec les discours de manipulation, les discours d'intoxication de certains candidats politiques qui ne veulent pas aller aux élections, qui pensaient encore qu'on pouvait négocier une période de rallonge ou aller au gouvernement par des voies non appropriées qui ne sont pas des voies électorales.
Et cela se justifie par quel niveau? Parce que finalement la population a l'information que tous les candidats présidents de la République, ils sont partis à la CENI et ils ont fait configurer leurs photos dans les machines à voter. C'est-à-dire que la question... Est-ce que ça a été fait? Oui, ça a été fait. Je vous donne l'information vraie et je mets quiconque au défi. Je ne peux pas quand même permettre de dire n'importe quoi devant une grande chaîne comme celle-ci. Il n'y a aucun candidat, je pèse bien les mots, président de la République qui n'a pas fait configurer sa photo dans la machine à voter. Et ils sont rentrés même 2 ou 3 fois pour dire non, moi ce n'est pas cette photo qui m'intéresse, mettez la photo qui a telle cravate. Et donc cette question ne doit plus revenir parce que c'était une question qui était évoquée comme un alibi, comme un échappatoire, comme des subterfuges, comme des contours pour ne pas aller aux élections. Donc la question de la machine à voter sur le plan politique appartient au passé, mais sur le plan technique, nous invitons la CENI et nous le disons et fort, la CENI doit faire une grande sensibilisation sur cet outil-là. Deuxième élément que j'ai quand même noté au sein de la population, les candidats députés nationaux, les candidats députés provinciaux, au moment où je vous parle, ils sont dans l'effervescence. Ceux qui dormaient encore sur les lauriers, aujourd'hui, ils sont en train de se déployer par-ci, par-là. Et c'est là où ils ont compris que finalement, les élections auront lieu. Et c'est un message fort. Et en même temps, en concluant sur ce chapitre-là, je demande à tous les hommes politiques, de la majorité comme de l'opposition, nous de la société civile, nous allons assumer notre rôle, qu'ils puissent déployer le plus possible des témoins. C'est la seule manière de pouvoir crédibiliser le processus électoral. D'autant plus qu'au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, on a pris l'option de pouvoir crédibiliser les élections par des observateurs locaux et nationaux. Donc la question de compter sur l'extérieur, on doit arrêter cette question-là et que nos amis puissent déployer les témoins le plus tôt que possible. Ah, très bien. Alors, Dieudonné Okongo, au sein de votre plateforme, au sein de votre parti, est-ce que vous prenez à cœur cette dimension de l'observation des élections? Et en même temps, quel discours, au-delà de ce qu'on voit de ce spectacle, vous apportez à la population? Sur quels critères doit-il se baser pour faire confiance encore aux gens et les envoyer au Parlement pendant 5 ans ou 10 ans, voilà, éventuellement, et pour celui qui doit aller au palais de la nation, on doit tabler sur quoi? Il y a un débat de oui, nous tout, celui-ci c'est le nôtre, et où tout, nous ressortissants d'eux. Il y a ce tribalisme qui caractérise notre processus électoral avec des discours décousus comme ça. Il n'y a pas le débat des chiffres, il n'y a pas le débat, le vrai débat d'idées. On croit qu'on est congolais par la langue qu'on parle. Voilà, voilà pourquoi il y a eu certaines personnes qui ont eu peur des élections. Ils ont eu peur des élections parce qu'ils ont su qu'ils seront sanctionnés sévèrement par la population parce qu'ils ont eu à gérer ces pays et leur gestion n'a pas été bonne. Et la plupart de ces gens, ce sont ces gens-là qu'on retrouve dans l'actuelle configuration de l'opposition. L'actuelle opposition qui essaye de douter sur les élections et qui essaye de dire des mensonges à notre population est constituée de ces gens-là à qui on avait fait confiance, à qui on avait donné des responsabilités et ils se sont rendus compte que leur gestion n'a pas été bonne et a peur d'être sanctionnés, ils se retirent, chercher maintenant à tromper la population pour qu'ils reviennent aux affaires. Et la population doit ouvrir l'œil. Et je pense que notre population aujourd'hui est mature. La population a compris. Voilà pourquoi je vous ai dit, les vendredis et les samedis, la population a démontré de quel côté elle se trouve actuellement. Nous avons vu ceux qui ont fait, ceux qui ont organisé. Voilà, je comprends que je dois encore revenir sur cet aspect, peut-être avec vous prochainement, le débat d'idées et sur les chiffres, qu'est-ce que je ferai quand je serai là, pour quitter un peu le spectacle. Vous allez voir, nous allons vous accompagner, mais pas de manière aveugle dans cette campagne. Exactement. Vous allez voir. Exactement. Est-ce qu'il y a une société civile responsable, crédible, à laquelle la population fait confiance, bien sûr, qui joue le contrepoids, en fait le courroie de transmission
entre les politiques et le peuple. Effectivement, c'est cette société civile-là qui réunit les experts, les panels des experts. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire la vérité à la population, de dire des choses qui sont rationnelles. Et notamment, j'en profite pour dire au peuple congolais, le seul moment où la loi garantit, comment il faut dire, donne les prérogatives à chaque Congolais d'être égal à l'autre, c'est le moment où chacun de nous glisse son bulletin de vote dans l'urne. Et donc, il faut que chaque Congolais soit conscient que sa voix aura la même valeur que la voix du chef de l'État sortant et que la voix du chef de l'État entrant. Et il faut en profiter de cette occasion pour exercer ces prérogatives-là que la Constitution, que la loi électorale donne à chaque Congolais. Et donc, mobilisons-nous pour le 23 décembre pour que chacun de nous puisse s'exprimer vis-à-vis du choix de ses dirigeants. Merci Dieudonné Moucha Galoussa et Dieudonné au Congo. Vous tous des homonymes au niveau de vos prénoms, société civile, panel d'experts et Front des Congolais pour la démocratie. Oui, en attendant, nous vous accompagnons jusqu'à ces dates du 23 décembre. Nous également, nous voterons. Oui, mon bulletin, oui, je les glisserai dans l'urne de manière rigoureuse, conséquente, décisive, réfléchie. Pas de bière, pas de t-shirt. Je n'accepterai pas. Merci. Merci.